une molécule de manière quasiment univoque. Donc résonance magnétique nucléaire. Alors ici, le nucléaire n'a bien sûr rien à voir avec la radioactivité. Ici, le nucléaire, il fait référence au noyau. Ce qui va nous intéresser, ce sont les noyaux qui composent la molécule, les noyaux qui sont dans les atomes, et en particulier, ici, nous, ça sera l'atome d'hydrogène. Magnétique, cet atome, cette molécule, sera mise dans un champ magnétique pour voir le phénomène qu'on appelle RMN. Résonance, eh bien c'est le principe de toutes les spectroscopies, ne vont être absorbées que les ondes électromagnétiques qui vont permettre de passer d'un état d'énergie à un autre. Donc il faudra qu'il y ait résonance entre l'onde que l'on va envoyer et le fait que ça corresponde exactement à un niveau d'énergie possible pour la molécule. Donc on va commencer d'abord par de la théorie de ce phénomène de résonance magnétique nucléaire. Alors, vous verrez que ça peut être un peu complexe. Et puis on enchaînera sur eh bien, comment cette théorie nous permet, en appliquant quelques règles que l'on ne démontrera pas, mais de remonter à la structure d'une molécule. Donc voilà à quoi ressemble un spectre RMN. Donc on a un abscisse, une échelle qui va de 0 à 10, et puis vous voyez que les unités sont des ppm. Alors on verra que ça veut dire partie par million. Et la chose particulière, c'est qu'en fait, les ppm les plus petits sont à droite, et plus on va aller vers la gauche, plus on va augmenter en ppm. Ce spectre se comporte de pics qui sont ici assez bien définis. Euh, et donc voilà le spectre de cette molécule, et en fait, on va pouvoir associer à chaque hydrogène qui sont dans des fonctions chimiques particulières, et bien un pic. Donc par exemple, le pic à 7 ppm est plutôt associé aux hydrogènes de noyau aromatique, le second pic à 5 ppm au CH2, et puis autour de 2 ppm ici au CH3. Donc déjà, la position des pics nous permet de connaître un peu les groupements chimiques à qui ils sont associés. Et puis vous voyez ici, il y a des intégrales, on appelle ça l'intégration, puisque l'intensité des pics sera fonction du nombre d'hydrogènes qui se trouvent dans ces groupements. Donc 5 pour le noyau aromatique, 2 pour le CH2 et 3 pour le CH3. Voilà. Donc les choses ont l'air assez simples, mais vous voyez, si l'on change de molécule, on n'a pas changé grand-chose, on a juste changé la position de la fonction ester. Déjà, le spectre devient plus complexe. Et on n'a plus des singulés comme on avait, c'est-à-dire des pics uniques, mais ce qu'on va appeler des multiplés. Donc le spectre gagne en complexité, mais c'est en fait cette complexité qui va justement nous permettre de connaître la molécule. Par exemple, eh bien, le fait de voir que la zone du noyau aromatique devient comme une forêt de pics, ça nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui perturbe le noyau aromatique, par exemple une double liaison, une fonction ester, un carbonyle. Le fait que nos CH3 eh bien, ne sortent plus que sous la forme d'un seul pic, mais de trois pics, eh bien, ça nous permet de savoir qu'ils sont directement liés à un CH2, et le fait que les CH2 sortent sous la forme de quatre pics qui sont aussi liés à un CH3. Donc toutes ces règles, cette petite complexité qui apparaît, va nous permettre d'avoir des informations beaucoup plus intéressantes sur la molécule, et donc de trouver au final la molécule elle-même. Donc dans la majorité des cas, on identifie la molécule et l'obtention de la formule plane ou semi-développée. Donc nous allons maintenant passer à la théorie. Donc je vous ai dit que ce qui va nous intéresser, c'était le noyau. Donc voici quelques généralités sur le noyau. Tout ce qui va nous intéresser, c'est le proton du noyau, et donc c'est une particule qui est chargée. Particule qui est chargée et qui tourne sur elle-même. Et le fait qu'elle tourne sur elle-même, puisqu'elle est chargée, elle va créer un champ magnétique. Et elle va donc avoir ce qu'on va appeler un moment magnétique, donc nucléaire qui vient du noyau. Et la propriété d'une particule qui a un moment magnétique, c'est que lorsqu'on va la mettre dans un champ magnétique, cette particule va s'aligner sur le champ magnétique. Et donc c'est ce qui est représenté ici. On a mis une particule, on a mis un proton. Donc on voit qu'il tourne sur lui-même avec un moment magnétique. Et lorsqu'il est placé dans un champ magnétique, il va continuer à tourner sur lui-même, mais il va s'aligner aussi dans le champ magnétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'aligne pas tout à fait de manière parallèle au champ magnétique, mais qu'il y a un petit angle. Et en fait, le moment magnétique va décrire un cercle autour de ce champ magnétique principal. C'est ce qu'on va appeler le phénomène de précession. Donc, le noyau est chargé, le fait qu'il tourne sur lui-même crée un moment magnétique. Lorsqu'on le met dans un champ magnétique, ce noyau va donc s'aligner sur le champ magnétique et la direction de son petit champ magnétique à lui, de son moment magnétique, va tourner autour
du champ magnétique principal. Alors ici, on l'appelait H0, c'est une dénomination qu'on va trouver souvent. On trouve H0 pour le champ magnétique RMN ou parfois B0. Alors, si vous vous souvenez, en infrarouge, toutes les molécules ne pouvaient pas avoir une absorption en infrarouge. Il fallait que les mouvements amènent un changement du moment dipolaire. Mais RMN, ça va être un peu pareil. Tous les atomes ne vont pas pouvoir être visibles en RMN. Il va falloir qu'ils satisfassent une règle. Donc là, on va définir. Donc ici, si on regarde l'atome, un atome, il va être défini par deux numéros, par deux nombres. Donc Z, qui est le numéro atomique, qui correspond au nombre de protons qu'il y a dans un atome. Donc chaque élément a un même nombre de protons, ce qui veut dire qu'il a un même nombre d'électrons, donc les mêmes propriétés chimiques. Mais ce qui va différencier différents isotopes pour un même élément, ça va être le nombre de neutrons. Donc Z, c'est le nombre de protons, Z, le numéro atomique, et A, c'est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On va définir, peut-être que vous l'avez déjà vu en chimie quantique, pardon, I qui est le nombre quantique de spin et qui va déterminer si notre noyau est actif ou non en RMN. Donc, voici les règles. Et si A est impair, ce nombre quantique de spin, I, est un demi-entier. Et à ce moment-là, le noyau sera actif en RMN. Si A est pair et Z est impair, I est un entier. Le noyau est aussi actif en RMN, mais le signal sera un peu particulier, un peu plus difficile à exprimer, nous allons voir pourquoi. Et puis si A est pair et Z est pair, eh bien I est égal à 0 et ce noyau est inactif en RMN. Donc on va revenir assez rapidement sur cette notion de spin. Le spin, c'est une particularité, une propriété des atomes, un peu comme leur masse ou leur charge, et on l'a traduit comme le fait que la particule, que ce soit l'électron ou le proton, tourne sur lui-même. Donc c'est ce qu'on va appeler le nombre quantique de spin. Et ce spin peut prendre différentes valeurs. Alors, lorsque l'on a un noyau dit tournant et que ce nombre quantique de spin est égal à 1,5, on a une distribution sphérique de la charge sur la particule. Donc on a un moment quadripolaire nul et l'analyse est plutôt facile. Si au contraire ce nombre est supérieur à 1,5, à ce moment-là, la distribution est non sphérique et on va avoir un moment quadripolaire électrique. Donc vous voyez, on n'a plus une particule sphérique, enfin une distribution sphérique, et donc les choses vont être beaucoup plus complexes. Donc si on regarde les noyaux qui sont observables du coin RMN, ce sont les noyaux qui vont satisfaire cette valeur, hein, il faut que ce spin soit égal à 1,5 ou 1 ou 3,5, hein, qui soit non nul. On remarque eh bien, que l'hydrogène, justement, est un des noyaux qui est visible en RMN, et donc il a un spin de 1,5, donc c'est surtout lui que l'on va regarder lors de notre cours. Mais il y a d'autres noyaux, comme par exemple le carbone 13, alors qui est très utile en chimie organique, le fluor, et puis le phosphore. Le phosphore, son analyse est particulièrement intéressante en biologie, puisqu'on va le retrouver pour tout ce qui est réaction avec l'ATP, la RP, donc tout ce qui est, par exemple, lorsqu'on va essayer de comprendre la consommation d'énergie lors d'un procédé biologique. Donc, première chose à voir sur cette colonne, les noyaux qui ont un nombre quantique de spin intéressant, donc on a vu l'hydrogène, le carbone 13, leur moment magnétique, leur rapport gyromagnétique et puis leur fréquence de résonance. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ces fréquences de résonance sont très différentes entre les noyaux qui nous intéressent, entre l'hydrogène, le deutérium, le carbone 13, ce qui fait qu'on va pouvoir très facilement regarder un hydrogène, un carbone 13, puisqu'ils vont sortir sur un spectre dans des zones qui sont très différentes. Donc on va vraiment pouvoir les observer sans problème. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'abondance relative de ces noyaux. L'hydrogène, il est beaucoup plus abondant que le deutérium, 99,98%. Donc quasiment tous les hydrogènes d'une molécule vont être visibles en RMN. Les autres, ça sera du deutérium. Par contre, les molécules organiques possèdent du carbone, et le carbone 12, lui, n'est pas visible en RMN. Ce qui va être visible, c'est le carbone 13. Et là, du carbone 13, il y en a un peu moins, il n'y en a que 1%. Donc ça sera plus complexe de voir ce carbone 13, il faudra avoir des molécules, donc il faudra avoir des échantillons un peu plus concentrés ou des champs un peu plus forts. Et donc c'est une RMN qui existe, qui donne énormément d'informations, mais qui est un peu plus délicate. Bon, pour la RMN du fluor ou du phosphore, là on a l'abondance relative de 100, donc pas de problème.
Alors, un autre élément aussi, c'est la sensibilité des atomes au champ. Il faut que cette sensibilité soit quand même assez importante. Donc, pour l'hydrogène, on l'a pris égal à 1. Vous voyez, le carbone 13, du coup, est bien 100 fois moins, quasiment 100 fois moins euh, sensible. Et puis, le fluor aussi. Donc, non, le fluor a une sensibilité qui est pas trop mauvaise. Par contre, le phosphore, c'est un peu plus délicat. Donc pour résumer, heureusement pour nous, l'hydrogène classique est vraiment visible en RMN. Donc nous, on va surtout étudier l'RMN, qu'on va dire du proton, l'RMN de l'hydrogène, qu'on appelle aussi RMN 1H. Donc pour qu'il y ait spectroscopie, il faut qu'à un moment apparaissent des différences d'énergie, différents niveaux d'énergie. On va voir comment ils vont apparaître en spectroscopie RMN. Donc on a vu nous, que chaque hydrogène a un spin nucléaire. Donc ils sont représentés ici par des petites flèches et si on fait rien de particulier, ils sont orientés dans toutes les directions de l'espace. Donc il n'y a pas d'axe privilégié, donc ni d'énergie privilégiée, et on dit qu'ils sont tous dans un état dit dégénéré. Lorsque l'on va mettre notre échantillon en présence d'un champ magnétique, ici H0, ces moments magnétiques vont pouvoir s'orienter de deux façons, donc dans le champ, mais soit dans le même sens que le champ, soit dans le sens opposé du champ. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, ça coûte un peu plus cher en énergie de s'aligner dans le sens opposé du champ. Donc, alors qu'on avait une population qui avait à peu près le même niveau d'énergie, voire le même niveau d'énergie, hein, eh bien, on va avoir cette fois-ci deux populations. Une population de neutrons qui sont alignés dans le sens du champ et une population qui sont alignés dans le sens opposé du champ. Eh bien, ils n'ont pas le même niveau d'énergie, donc on a apparition d'un niveau d'énergie et vous avez compris que la spectroscopie qui va nous intéresser, c'est justement l'étude du passage d'un niveau d'énergie à un autre, que ce soit pour être pour passer du niveau alpha vers le niveau bêta ou du niveau bêta vers le niveau alpha. Donc on aura absorption de l'onde électromagnétique et bien sûr la fréquence de cette onde électromagnétique va satisfaire le fait que la différence d'énergie delta E entre les deux niveaux sera égale à h nu. Donc si on regarde maintenant un peu plus finement pour le proton, donc on a vu que le nombre quantique de spin est égal à 1,5 et la mécanique quantique nous dit que le nombre de niveaux d'énergie possible est égal à 2i plus 1. Et ce qui fait en fait eh bien, deux niveaux d'énergie pour le proton. Et donc on aura deux états, l'état le plus stable pour i égale 1,5 qui est l'état alpha, et puis pour i égale moins 1,5 qui est l'état le moins stable, qui est l'état bêta. Et donc l'état alpha, on est aligné dans le sens du champ, l'état bêta, on est aligné à l'opposé du champ. Donc cette différence d'énergie, delta E, elle va être fonction de plusieurs paramètres. On va retrouver d'abord le champ H0 dans lequel baigne l'élément que l'on souhaite analyser. Donc c'est le champ de l'appareil, hein. Donc plus ce champ est important et plus on voit que la différence d'énergie est importante. Et puis il est aussi fonction de gamma, le rapport gyromagnétique du noyau ou de l'élément qu'on est en train de regarder. Donc chaque élément n'aura pas la même delta E puisque chaque élément n'a pas la même gamma. Donc pour l'hydrogène, on va avoir une gamme de delta E particulière. Et donc bien sûr, l'onde électromagnétique qui va pouvoir faire passer de ce niveau alpha ou bêta, eh bien, aura une fréquence qui satisfera le fait que delta E est égal à h nu. Donc une onde électromagnétique radio va apporter l'énergie nécessaire à la transition de alpha vers bêta, hein. Et on vous dit, et cette absorption d'énergie se traduit par un pic sur le spectre RMN. Voilà. Et donc nu, c'est ce qu'on va appeler vraiment la fréquence de résonance. C'est comme si le proton rentrait en résonance avec l'onde électromagnétique que l'on envoie. Voilà, donc on vous rappelle ici la condition de résonance. Il faut vraiment que l'énergie qu'apporte l'onde électromagnétique corresponde à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et donc au niveau mathématique, il faut donc que 2pi nu soit égal à gamma H0. Donc on vous rappelle gamma le rapport gyromagnétique propre à chaque élément, nu la fréquence de résonance et puis H0 le champ magnétique. Donc vous voyez ici à quoi ressemble un appareil RMN. Alors on n'a pas trop l'échelle, mais c'est à peu près grand, on va dire 1,50 m à peu près. C'est un appareil assez imposant et surtout il y a un très grand champ magnétique. Donc il peut avoir un certain danger à être trop près de cet appareil, en particulier si on porte des pacemakers ou des objets métalliques à l'intérieur du corps, des prothèses, donc quelque chose qui est très réglementé.
Ce champ magnétique, il est obtenu grâce à des bobines supraconductrices. Donc en fait, la température à l'intérieur est très très basse, hein. On va plonger ces bobines dans l'hélium liquide. Et au final, la zone qui nous intéresse, la zone dans laquelle on va mesurer le phénomène RMN, est toute petite, c'est 1 ou 2 cm. Et si un appareil RMN coûte si cher, c'est qu'on veut vraiment avoir un champ très homogène sur cette petite portion. Donc c'est pour ça que les appareils sont si chers et si grands. Quand je dis si cher, ça va aller entre 500 000 et 1 million d'euros, voire plus.